C'est tout le mensonge du judéo-christianisme. Disons que c'est un amour qui va que dans un sens. Le problème qu'on a avec les QAnon, les QAnonistes, c'est que quoi que fasse Trump, ça faisait partie du plan. Quand Trump gagne, ça fait partie de son plan. Quand Trump perd, ça fait partie de son plan. Quand Trump fait n'importe quoi, ça fait partie de son plan. Voilà, il peut rien y faire, André Berkoff. Voilà. Donc il peut se mettre dans tous ses états s'il veut. La réalité, elle est là. J'invite toutes celles et ceux qui ont signé la pétition, parfois sans la lire, à lire le texte de la proposition de loi, à voir que dans le texte de la proposition de loi, il n'y a jamais, Madame la députée, le mot Israël. Le mot Israël n'y figure jamais. Le mot Israël n'y figure jamais. L'objectif de cette loi est simple, c'est interdire toute critique radicale d'Israël. C'est-à-dire que je pense qu'on pourra critiquer relativement Israël, mais pas comme on peut critiquer n'importe quel État. D'abord, la manipulation, c'est d'amalgamer, d'assimiler l'antisionisme à de l'antisémitisme. J'ai fait une vidéo là-dessus donc de façon détaillée il y a plusieurs semaines, pour mettre en évidence les contradictions de cette loi et les problèmes que cela va poser, notamment aux juifs antisionistes. Parce que si la critique de l'antisionisme est assimilée à de l'antisémitisme et que cela tombe sous le coup de la loi, quid des très nombreux juifs antisionistes, et je parle d'antisionistes radicaux, qu'ils soient religieux ou anticolonialistes, qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous allez envoyer en prison des rabbins qui disent que le sionisme est un satanisme, et que c'est une hérésie. Ça va être compliqué. Mais je pense que de toute façon, ce sera à la gueule du client. Je pense que les juifs antisionistes traditionnels ne seront pas véritablement inquiétés, même si en fait on les entend pas. Ils sont mis sur le côté, parce que dans les grands médias, ceux qu'on entend essentiellement, ce sont des gens qui sont favorables à l'État d'Israël, quelle que soit leur confession, mais ceux qui seront visés, de toute façon, il n'y a qu'à voir ceux qui ont été attaqués ou jetés en prison, menacés de prison. Il y a un deux poids, deux mesures. Il faut quand même le dire, c'est que ceux qui sont de confession musulmane ou qui sont un peu bronzés sur la question, ou alors qui sont musulmans, convertis ou non, et ceux qui sont assimilés entre guillemets à l'extrême droite, c'est-à-dire les critiques d'Israël qui n'appartiennent pas à la tendance gauchiste sorosienne, ce sont ceux-là qui sont inquiétés, qui seront inquiétés à l'avenir. Donc ce qu'il faut faire, c'est pointer du doigt les contradictions de cette loi, au-delà du fait que c'est une loi inique qui interdit en France la critique d'un pays étranger. C'est quand même une première. On a le droit de critiquer tous les pays de la planète, y compris les États-Unis, de façon virulente. On peut critiquer les États-Unis de façon virulente en France, mais on ne peut pas critiquer Israël, sachant que Israël, Benjamin Netanyahou, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale, et que la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, reconnaît qu'Israël viole les textes fondamentaux de prévention du génocide de 1948. Ce que j'ai expliqué depuis 10 ans, c'est que la stratégie d'être le perdant, ça a toujours été la stratégie de Donald Trump de jouer au con, d'être le gars ridicule perdant. Le mugshot, c'était sa stratégie de campagne. C'est pas comme quelque chose qu'on lui a imposé, c'était son plan de campagne. Et donc, le fait d'être ce qu'on appelle en anglais le underdog, la personne désavantagée, la personne qui va perdre, la personne qui a tout raté, c'est comme ça qu'il réussit tous ses coups. Je sais pas quelle est la foi des uns et des autres, ou la confession des uns et des autres, c'est pas la question. Mais ce que je remarque, c'est qu'on vit dans une époque où les gens croient de moins en moins en Dieu, et ceux qui ne croient pas en Dieu vont toujours chercher des sauveurs, voire des substituts de divinité sur Terre, parmi des figures, notamment des figures politiques. La figure messianique est une figure ancienne, traverse plusieurs religions, pas seulement les religions abrahamiques. Donc c'est un mécanisme naturel. Maintenant, pour ce qui est du cas de Trump en particulier, le problème qu'on a avec les QAnon, les QAnonistes, c'est que quoi que fasse Trump,
ça faisait partie du plan. Quand Trump gagne, ça fait partie de son plan. Quand Trump perd, ça fait partie de son plan. Quand Trump fait n'importe quoi, ça fait partie de son plan. Quand Trump fait tuer des dirigeants d'État, ben en fait, il s'est mis d'accord avec l'État. Alors on nous avait dit à l'époque, quand Trump a fait assassiner, Trump et les Israéliens ont fait assassiner le général Qassem Soleimani, on nous a dit, là, les QAnonistes, ah mais en fait, Trump s'est mis d'accord avec le guide suprême Ali Khamenei pour assassiner Soleimani, qui serait une sorte de bouc émissaire pour que l'Iran et les États-Unis se réconcilient. C'était ça qu'on nous racontait à l'époque, hein. Je le rappelle, hein, pour ceux qui ont oublié. Mais bon, quand les Américains ont assassiné le guide suprême Ali Khamenei, ils ont fait quoi? Ils se sont mis d'accord avec Ali Khamenei pour l'assassiner et pour se réconcilier ensuite. En fait, à un moment donné, ça devient vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Je veux bien qu'on fasse des erreurs d'analyse, ça m'arrive aussi de faire des erreurs d'analyse, parce qu'on n'est pas dans les cercles de pouvoir, on n'est pas à la Maison Blanche, on n'est pas au Pentagone, on n'est pas dans les bureaux de la CIA. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, c'est analyser à partir des éléments que nous avons sous les yeux. Donc, moi je lis la presse internationale, je recoupe les informations, j'écoute des journalistes d'investigation indépendants. Enfin voilà, j'essaie de faire un travail de recoupage des informations. Mais à partir du moment où on sort de la réalité des faits et qu'on se base uniquement sur des spéculations, enfin même pas, on se base uniquement sur ses propres espoirs, ou l'image qu'on a de Trump, ou ce qu'on imagine qu'il y a dans la tête de Trump, ça devient n'importe quoi. Donc le mieux, ce que j'ai dit récemment, c'est de s'en tenir simplement aux faits. Voilà, on s'en tient aux faits, c'est tout. On base nos analyses sur les faits qui sont vérifiables. Pas sur, en fait, attention, Trump joue à ceci, il joue à cela. Effectivement, Trump, je l'ai toujours dit, avec Trump, il faut observer ce qu'il fait, non pas ce qu'il dit. Il ne faut pas non plus baser ses analyses, et ça c'est les anti-Trump primaires, eux basent leurs analyses sur soit une psychologisation de Donald Trump, soit sur la lecture quotidienne de ses posts sur ses réseaux sociaux, ou sur ses déclarations contradictoires. Trump dit tout et son contraire, d'une minute à l'autre. Donc il ne faut pas se baser sur ce qu'il dit, mais sur ce qu'il fait. Donc on s'en tient aux actes, et on s'en tient aux faits. Le reste, c'est de la science-fiction. En plus, quand je l'ai appris, j'étais à l'éléphant bleu. J'étais en train de refaire mes jantes et il me restait 30 secondes de mousse et là, on me dit, non, mais Diodo, arrête avec tes conneries, t'es dans l'affaire Epstein. Je fais, merde! Tu te rends compte où j'en suis arrivé? Et donc j'ai laissé les 30 secondes de mousse et je suis remonté dans ma bagnole et je me suis dit putain, la vie est quand même étonnante. J'avoue que j'ai été très surpris, comme tout le monde, de voir le nom de Dieudonné dans les mails. Enfin, évidemment, je savais que le lobby pro-israélien voulait le faire taire, c'était très clair. Mais je pensais pas que ça atteindrait un tel degré. Je pensais pas qu'Ariane de Rothschild en parlerait à Epstein, qui n'avait pas l'air de s'intéresser particulièrement à ce qui se passe en France. Donc en fait, on a une Ariane de Rothschild qui est francophone, je crois, qui vit en France, qui est une Rothschild, qui passe par un individu qui travaille pour le Mossad, qui est lié à Ehud Barak, qui est lié au Rothschild effectivement, avec Sner, etc., au méga groupe. Donc elle s'adresse à lui, qui vit aux États-Unis, pour qu'il mettent la pression sur les dirigeants français, enfin en tout cas qu'ils fassent jouer de ces réseaux pour faire interdire ou envoyer en prison un humoriste français. Et quand même là, c'est incroyable. Bref, c'est incroyable. Les gens qui me disent qu'il faudrait que je fasse alliance avec M. Dupont-Aignan et M. Philippot, ils vivent sur une autre planète. Il faut faire comme ce qui avait été fait à un moment donné en Italie, c'est-à-dire une alliance entre des forces de gauche et des forces de droite. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la droite? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pas grand-chose. Si on regarde les différentes organisations politiques et partis politiques à droite, il y a des désaccords fondamentaux sur des questions fondamentales. Donc une union sur quelle base en fait? On comprend pas trop. Alors qu'il y a des points de convergence entre certains partis, certaines organisations de droite et de gauche. Et si on pense par exemple aux petits partis comme Asselineau, Philippot et d'autres, et ils peuvent avoir des points de convergence avec LFI, mais
des points de divergence fondamentaux. Donc en fait, on voit bien que avec l'effondrement des religions structurantes et des idéologies modernes, il n'y a absolument plus de charpente et de cohérence. Et il n'y a même plus de cohérence à gauche et de cohérence à droite. Donc il va falloir penser à une refonte du système politique, non plus sur une base d'opposition, de clivage gauche-droite, mais sur une base de questions fondamentales qui relèvent même de la survie de l'État. Je pense que l'urgence, elle est là. C'est l'alliance du potentiel candidat de l'extrême droite à l'élection présidentielle et d'une princesse de lignée royale. Alors, je commence à voir là dans la rue quand même, j'ai vu une couverture du Point avec Gabriel Attal, avec un extrait je crois, d'un entretien d'Attal qui dit « Je crois savoir comment gouverner la France ». Donc le type n'a même pas 40 ans, il a 35, 36 ou 37, je sais plus. Il n'a jamais travaillé de sa vie et il prétend pouvoir diriger la France, présider la France. Pareil pour Bardella, c'est un peu le même profil. Donc on a vraiment l'impression qu'ils veulent envoyer soit la France au casse-pipe, la destruction finale de la France en mettant des enfants attardés à la tête du pays, soit faire la promotion justement de ces enfants attardés, ce qui permettra un contraste avec un autre candidat un peu plus expérimenté, avec des cheveux un peu plus grisonnants, et qui serait lui aussi un candidat du système, et pourrait jouer sur ce clivage-là générationnel. Mais de toute façon, à ce stade, je ne vois pas vraiment de renouvellement dans la classe politique française. On a soit des gens qui sont totalement compromis, des anciens qui ont une expérience, mais qui ont surtout une expérience dans la compromission et la trahison, soit des enfants psychopathes. Actuellement, je suis à Moscou. D'accord. Et j'ai pas vraiment de raison de rentrer. Voilà. Je dirais même qu'il ne serait pas très raisonnable que je rentre, vu ce qui m'attend à la fois en Suisse et en France, hein. Puisque récemment, comme tu le sais, est tombé un jugement parfaitement inique et délirant en France, qui a consisté à me condamner à 2 ans de prison ferme assortie d'un mandat d'arrêt pour association de malfaiteurs dans un but de terrorisme pro-iranien, je crois, hein. Ils ont fait une totale, hein. Alors des pressions, j'en ai subi, mais pas du même niveau que Soral, ou que Xavier Moreau, ou que Dieudonné. Je ne suis pas aussi connu non plus. Et moi, je suis sur le travail que je fais, les livres que j'écris, etc. Reste dans un domaine, une méthode assez pointue. Mais ce qui évite plus ou moins les dérapages. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, plaintes qui ont été déposées contre Alain Soral ou Hervé Ryssen ou d'autres, c'est pas sur les écrits, c'est pas sur les livres, c'est pas sur le fond de leurs analyses. C'est sur des dérapages, des sorties sur Twitter, etc. Ou quand ils sont un peu en freestyle, disons, lors d'une interview. Et en fait, c'est ça qui guette. C'est très rare, il est très rare d'envoyer en prison quelqu'un pour un livre, à moins que le thème du livre ou une partie du livre tombe sous le coup de la loi de façon grave. Mais bon, quand on écrit un livre, il y a un processus. On écrit le livre, on le soumet à un éditeur, il y a une relecture, etc. Alors que sur Twitter, il n'y a pas ce processus-là. C'est je pense à un truc marrant, tiens, je vais le publier. Sauf qu'il y en a qui sont là pour examiner tout ce qu'on dit, tout à la virgule près. Donc au moindre petit dérapage, qui ne mériterait pas en fait en temps normal de la prison, parce qu'il y a d'autres personnes qui font des dérapages entre guillemets un peu du même ordre, mais qui ne sont pas attaqués. Ils ne sont pas attaqués parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc il y a des gens qui sont visés, très précisément, et il n'y a pas les mêmes conséquences parce qu'il n'y a pas le même impact. Quand vous êtes connu par des millions de personnes et que vous vendez des livres par centaines de milliers, évidemment, ce que vous dites va être examiné avec plus d'attention. Donc moi, oui, j'ai subi quelques pressions, j'ai déjà été convoqué par la police, on a essayé quand même de me piéger, avec des questions pièges pour que mes réponses tombent sous le coup de la loi. Moi, j'ai déjà eu aussi des arrêtés préfectoraux interdisant
des conférences. Je suis fiché S. Je ne sais pas si je le suis toujours, parce que je crois que c'est renouvelable tous les 2 ans. Je ne l'ai pas encore vérifié. Mais oui, il y a un certain nombre de pressions. Et non, à ce stade, je n'envisage pas l'exil. Après, moi, je suis dans un cas aussi un peu particulier. C'est que j'ai 2 nationalités. Et je n'ai été naturalisé qu'en 2010, j'avais 25 ans. Mais je suis marocain. Je suis né au Maroc, de parents marocains. J'ai la nationalité marocaine. Je suis un Marocain. Les autorités françaises le savent. Et ça pourrait poser un certain nombre de problèmes, parce qu'en fait, quand on est français et que français, et là on l'a vu récemment avec un certain nombre d'affaires, on est beaucoup plus fragile, parce que, disons, l'État français peut faire à peu près ce qu'il veut de vous. Mais quand vous avez 2 nationalités, soit un État qui est en froid avec la France, mais qui peut exercer des pressions, ou qui a une certaine capacité de nuisance, ou que vous êtes le ressortissant d'un autre État qui, lui, a plutôt de bonnes relations avec la France, par exemple le Maroc, même s'il y a eu une période de froid. Disons que c'est toujours un peu plus compliqué, surtout quand vous êtes un personnage public, que vous êtes un auteur, que vous avez une activité aussi dans les 2 pays, des conférences, etc., des publications, des entretiens dans des grands médias. C'est un peu plus compliqué que vous touchez à un citoyen d'un autre pays. Et là, il faut y réfléchir à 2 fois. Parce que vous ne devez pas gérer que les médias de votre pays qui, eux, sont à votre solde, mais vous allez devoir gérer une pression qui vient de l'extérieur, à bon entendeur. Ursula von der Leyen qui s'est gargarisée d'avoir enfin un outil pour vérifier l'âge en ligne et empêcher les moins de 15 ans d'aller sur les réseaux sociaux. Et sans surprise, le pass sanitaire durant la pandémie a servi de matrice à ce système de surveillance générale. Notre application européenne de vérification de l'âge est prête d'un point de vue technique et elle sera bientôt disponible pour que les citoyens puissent en faire usage. Bah, la lueur d'espoir, c'est par rapport à... il y a la réponse dans la précédente question, l'exil, ou alors l'exil, vous sortez des radars, voilà. Vous allez vivre, ou alors vous allez vivre à la campagne, sans internet, sans rien du tout, juste avec un vieux téléphone. Mais à partir du moment où vous êtes intégré au système, mais de toute façon, vous ne pouvez plus vraiment y échapper, parce que je vois les administrations numérisent maintenant tout est en mode intelligence artificielle, vous appelez la poste, c'est l'intelligence artificielle qui vous répond. Ce système, pourtant, un pays, la France, est un pays dont l'âge médian est de 42 ans, donc c'est une population assez âgée. On impose un système à des gens qui ont 60, 70, 80 ans. Tout est numérisé et les gens ne savent pas comment faire. Donc ça devient très compliqué. Donc on voit bien que c'est pas pour rendre la vie plus facile, parce que moi je vois bien que quand j'ai eu certaines démarches à faire, c'était plus compliqué à l'ère de l'IA et de la numérisation qu'à l'époque. Et finalement, j'ai dû me déplacer en personne pour aller régler mes affaires administratives. La plupart même des journaux, des médias disent que la Cour pénale internationale a condamné Israël pour génocide, et vous dites non. La Cour pénale internationale n'a jamais dit que Netanyahou, contre lequel elle a lancé, et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, elle n'a jamais dit qu'ils ont commis des génocides. Alors Berkoff, chez Tocsin comme ailleurs, il joue toujours le même rôle, ce qu'avait appelé Xavier Poussard le contrôleur d'opposition, et parce qu'il avait déclaré cela, Berkoff, dans les années 80 ou 90, dans une interview du journal Le Monde, où il disait « Mon rôle à moi, c'est d'empêcher que ça dérape ». Donc il est là pour poser un cadre. Et donc sur Sud Radio ou ailleurs ou chez Tocsin, c'est ça qu'il fait. Et là, l'extrait que vous avez passé, chez Tocsin, où il invite quelqu'un qui dit « Netanyahou n'a pas été condamné pour génocide ». L'invité de Berkoff joue aux imbéciles, et Berkoff aussi joue à l'imbécile. Parce que la Cour pénale internationale n'a pas à ce jour rendu de jugement. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international visant Netanyahou et un de ses ministres pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre.
avec des mentions. Vous pouvez aller sur le site de la Cour pénale internationale, acte de barbarie, pas acte de barbarie. Je ne sais plus quel était exactement l'intitulé, mais en tout cas, crime contre l'humanité et crime de guerre. Il est inculpé. Donc dire il n'a jamais été condamné, bah non, parce que le jugement n'a pas encore eu lieu. Donc vous prenez vraiment les gens pour des imbéciles. Il est inculpé, il y a un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité, crime de guerre. Et la Cour internationale de justice, dont j'ai parlé précédemment, qui est la juridiction la plus haute de l'ONU, a émis... Alors, elle, la Cour internationale de justice, ne condamne pas les individus, les personnes. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle traite des cas, traite des dossiers dans lesquels les États sont impliqués. Et donc la Cour internationale de justice a rendu plusieurs ordonnances indiquant qu'Israël violait texte juridique, notamment de 1948, de prévention, la Convention de la prévention contre le génocide. Ils l'ont violé à plusieurs reprises, mettant en place un système à Gaza qui provoque la famine, etc. etc. Donc, la Cour internationale de justice reconnaît que l'État d'Israël est un État génocidaire. Les envoyés spéciaux de l'ONU, comme Francesca Albanese, dans leur rapport, indiquent que l'État d'Israël commet un génocide. Les juristes internationaux, notamment de l'ONU, reconnaissent qu'il y a génocide. Donc, alors, chez Tocsin, moi je suis invité chez Tocsin. Je peux passer chez Tocsin, pas régulièrement non plus, mais par exemple, je suis passé 2 fois ces 2 derniers mois. J'étais pas passé depuis quelques temps. J'y passe quand il y a eu une actualité qui est liée à mon domaine d'expertise. En tout cas, je pense qu'ils estiment cela. Et en fait, entre les émissions dans lesquelles je passe ou d'autres invités passent chez Tocsin et ce que dit Berkoff, on voit bien que c'est pas du tout le même son de cloche. Donc je pense qu'il est aussi là pour établir un certain équilibre, parce que de toute façon, à ce stade, les médias surtout les médias alternatifs, ne peuvent pas faire semblant que tout cela n'existe pas. Je veux dire, quand vous avez un média qui est plutôt orienté à droite et qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis au sein du mouvement MAGA et les critiques du mouvement MAGA contre Israël, qui sont largement plus radicales et virulentes que les critiques d'extrême gauche en France sur la question, vous avez mécaniquement une sorte de poussée en France, de poussée d'un mouvement critique vis-à-vis d'Israël, et en plus avec l'affaire Epstein, etc., et le génocide, vous ne pouvez pas faire semblant que ça n'existe pas. Donc Berkoff lui-même devient un cas un peu isolé. Il fait ce qu'il veut, enfin il fait ce qu'il peut, lapsus, il fait ce qu'il peut pour essayer de limiter la casse, mais c'est pas parce que M. Berkoff dit sur son émission que Netanyahou n'a pas été condamné pour génocide, que la détestation d'Israël à l'échelle mondiale va diminuer. Voilà, il peut rien y faire, André Berkoff. Voilà. Donc il peut se mettre dans tous ses états s'il veut, la réalité elle est là. Le Sénégal a donc été déchu de sa dernière Coupe d'Afrique des Nations par le jury d'appel de la Confédération africaine de football qu'il a attribué au Maroc. Dans le même temps aussi, c'est passé assez inaperçu, mais on a baissé certaines sanctions pour le Maroc, notamment d'un ordre financier. Et tout cela fait un grand scandale. L'État sénégalais réclame carrément l'ouverture d'une enquête indépendante pour de potentiels soupçons de corruption au sein de certains organes de la Confédération africaine de football. On a le comité exécutif qui est en train de se déchirer. Bref, tout le monde est en train de réagir. Et le premier point, c'est surtout que ça ridiculise le peu de crédibilité qui restait à la Confédération africaine de football, et je n'arrête pas d'entendre, on ne voit ça qu'en dans le foot africain. Malheureusement, oui. Pour la géopolitique du foot, il faut plutôt voir du côté de Pascal Boniface, mais j'ai suivi ce qui s'est passé avec la reconnaissance de la victoire du Maroc. Ça a été fait à la suite d'une réclamation par le Maroc auprès d'une juridiction à l'intérieur, au sein de la FIFA, il me semble. Et le jugement qui a été rendu favorable au Maroc s'est basé sur le comportement, je crois, de l'équipe du Sénégal, qui, j'ai pas suivi dans le détail, mais qui serait sortie du terrain avant la fin du match. Et cela aurait été éliminatoire. Voilà. En plus d'autres problèmes qu'il y a eu durant cette Coupe d'Afrique. Donc j'ai vu cela. Alors je suis pas un footeux. Je me suis jamais vraiment intéressé au foot. Mais par contre, effectivement, il y a une géopolitique du foot. Il y a une politique du foot. Le Maroc, ça lui tient à cœur parce qu'il va co-organiser aussi la prochaine Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal.
Et pour le rayonnement du pays, ça a aussi un impact, parce que quand le Maroc était arrivé en demi-finale à la dernière Coupe du Monde, ça avait eu un impact très positif. Bon, pas nécessairement très concret, mais le rayonnement du pays, quelque chose qui tient à cœur au Maroc. Effectivement, dans la perspective de l'organisation de la prochaine Coupe du Monde, le résultat de la Coupe d'Afrique était très important. Mais bon, j'ai pas suivi dans le détail, mais je sais que c'était un petit peu chaotique du fait des inimitiés entre certains pays. Voilà. Donc la politique effectivement se mêle du foot, parce que le foot a un impact très très important, notamment sur les masses. Ah oui, alors c'est une image, je crois que ça se déroule au Liban. Un soldat israélien détruit une statue du Christ, ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs, c'est ce qu'ils font régulièrement quand ils attaquent les zones géographiques comme à Gaza ou Liban, où il y a des chrétiens, où il y a des églises. Comme les Takfiri d'ailleurs en Syrie, qui s'attaquaient systématiquement aux églises, ça leur fait un point commun. J'espère que ça tombe pas sous le coup de la loi. Hein. Donc oui, une réaction, oui, c'est tout le mensonge du judéo-christianisme. Disons que c'est un amour qui va que dans un sens. Et puis il faudrait plutôt parler de judéo-protestantisme plutôt que de parler de judéo-christianisme. Le judéo-protestantisme, historiquement et théologiquement, a un sens, puisque le protestantisme est un christianisme qui retourne à l'Ancien Testament et qui abandonne plutôt les évangiles, et donc qui partage plus de valeurs avec le judaïsme qu'avec le christianisme authentique, avec les paroles du Christ dans les évangiles. Le dernier livre, c'est paru fin 2024, c'est Israël et la guerre mondiale des religions, coécrit avec Pierre-Antoine Plaquevent, préfacé par l'historien Edo Russon aux éditions Culture et Racines. Oui, alors j'ai terminé la rédaction d'un ouvrage en coécriture avec un autre auteur. Le livre doit sortir en septembre, mais je ne peux pas en dire plus. Et je prépare aussi, je me documente pour écrire bientôt un livre qui sera assez différent de ce que je fais d'habitude. Je me tournerai vers une autre zone géographique, l'Afrique plus généralement, mais plus précisément l'Afrique du Nord. Voilà, merci à tous.